Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue Jordan, bienvenue Patricia. Nous débutons dans 4 petites minutes. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir dans ce deuxième épisode de la série Social Media and Strategic Trust. Je suis Michelle Audrey Deyala, fondatrice de la structure Digimedia Pro et également consultante en communication digitale dans les secteurs de la banque, des assurances et de la microfinance. Alors, cette série part d'un constat simple. Dans les secteurs à forte exigence de confiance, la communication digitale est encore largement sous-exploitée, alors même qu'elle peut jouer un rôle majeur dans la relation client. Dans le premier épisode, nous avions en fait abordé, exploré l'importance de passer d'une communication centrée sur le produit à une communication plutôt centrée sur les usages et les besoins réels. Donc ce soir, aujourd'hui, nous allons prolonger cette réflexion en abordant un autre sujet tout aussi essentiel, à savoir les idées qui entourent encore la présence des banques sur les réseaux sociaux. Parce que malgré l'évolution des usages clients, certaines croyances persistent encore. Donc, pour en fait répondre à un ensemble de questions liées à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir William Kalou, responsable communication dans le secteur bancaire en Côte d'Ivoire. Et son expérience nous apportera, je le pense, un regard concret et opérationnel sur ces questions. William, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir Audrey. J'espère qu'on m'entend bien. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci Audrey pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger effectivement sur un sujet qui est passionnant parce que c'est notre métier et puis sur un sujet aussi qui est d'actualité parce que voilà, vous l'avez si bien dit en propos introductif, la présence des banques sur les réseaux sociaux reste encore quelque chose sur quoi il faut travailler. Donc, merci pour cette opportunité. Donc, je suis William Kalou, ça vous l'avez dit. J'ai la responsabilité, en fait, du service communication et gestion de marque d'une banque ici en Côte d'Ivoire. Ça aussi, vous l'avez dit. Et de base, en fait, peut-être pour continuer dans la présentation, j'ai une formation en management des entreprises. Donc, c'est un diplôme d'ingénieur SK, qui est le nom de l'école que j'ai eu ici en Côte d'Ivoire, à l'Institut national polytechnique Foli Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et puis, voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire, un diplôme qui est plutôt d'ordre général, donc management des organisations, management des entreprises. Donc, c'est beaucoup plus la passion pour tout ce qui est artistique, créatif. Et puis, on va dire la curiosité, en fait, chaque fois que je me retrouvais devant une campagne publicitaire ou bien face à un spot à la télévision. Donc, ce sont ces éléments-là qui m'ont amené, dès mes premiers pas professionnels, à m'intéresser ou à me spécialiser, on va dire, dans le marketing, la communication et donc par ricochet dans la publicité. Donc, j'ai commencé dans une agence conseil en communication. Et puis, par la suite, j'ai rejoint l'annonceur. Donc, je suis passé chez un opérateur de téléphonie mobile. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis en banque. Mais tout au long de ce parcours, il s'est agi chaque fois de gérer la communication dans tous ces compartiments, événementiels, publicitaires, institutionnels, internes, externes et tout. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, pour me résumer, vous avez en face de vous, en fait,
quelqu'un donc qui, comme je disais, a une formation de base en management des entreprises, qui s'est spécialisé dans le marketing, la communication et qui est profondément convaincu surtout que la marque, la gestion de marque, c'est quelque chose d'essentiel pour toute organisation. Je pense que la marque est un actif qui, à mon sens, est peut-être encore un peu sous-exploité dans certaines organisations, qui n'est pas suffisamment valorisé. Et pourtant, Dieu seul sait que c'est l'un des actifs les plus essentiels dans justement la construction de la réputation, de l'image, dans l'engagement du personnel et des ressources humaines. Voilà, donc je suis un pur produit de communication et un passionné de gestion de marque. Voilà ce que je peux dire pour ma présentation. Merci pour cette présentation, William. Nous allons donc entrer dans le sujet. Le thème ce soir, c'est réseaux sociaux en banque, dépasser les idées reçues pour construire une communication crédible et performante. Donc, pour commencer, quelle est l'idée reçue la plus répandue aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans le secteur bancaire? Alors, moi, je me demande, est-ce que c'est un problème de perception interne, un problème de culture organisationnelle ou simplement un manque de compréhension des usages clients? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Alors, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est un peu de tout ça, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ça part déjà de, je pense, hein, de la perception en interne. Aujourd'hui, les principales barrières en termes d'idées perçues ou en termes de ressenti ou de perception, je pense que ça commence par l'interne avant, après voilà, de se traduire autrement en termes de perception du client. Et une fois que je dis ça, il y a tout de suite trois idées qui me viennent à l'esprit. Peut-être qu'après, elles nous permettront d'aboutir à une idée principale. Il y a d'abord une idée selon laquelle euh, les réseaux sociaux ne sont pas sécurisés. On va dire les réseaux sociaux sont risqués. Ça, c'est dans le secteur bancaire quelque chose qu'on entend très souvent de la part aussi bien des décideurs que d'autres personnes. On sait tous que notre domaine d'activité, donc le secteur financier, le secteur bancaire, travaille en fait avec des éléments très sensibles. La matière de base elle-même est quelque chose d'assez sensible. Voilà, donc on a peut-être ce premier blocage-là qui nous laisse croire que justement les réseaux sociaux ne sont pas sécurisés ou sont risqués. Je vais plutôt employer le terme risqué. Donc ça, c'est la première idée. Il y en a une autre qui laisse entendre que les réseaux sociaux seraient trop fun. Et je mets ça tout de suite en opposition avec le caractère plutôt sérieux qu'on a tendance dans nos pays, sur nos marchés, à prêter aux banques. Donc, une autre idée perçue est de pouvoir mettre en confrontation ces deux notions-là. Voilà, réseaux sociaux fun, pas suffisamment sérieux pour les banques. OK? Ensuite, il y a, j'ai presque envie de dire, une troisième idée qui découle peut-être un peu des deux premières. Donc, j'ai parlé du côté risqué, j'ai parlé du côté pas sérieux. Donc, automatiquement, on se dit en banque que les réseaux sociaux ne seraient pas adaptés pour faire du business. Donc, on ne ferait pas de business sur les réseaux sociaux, ou j'ai envie de dire même avec les réseaux sociaux. Donc voilà un peu les trois idées qui me viennent à l'esprit. Et ces trois-là, justement, généralement, emmènent à une autre idée qui est, je pense, si je dois répondre à la question pour en retenir une seule, une autre idée qui est de dire qu'en fait, les réseaux sociaux, finalement, sont une plateforme d'information pour les banques. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate beaucoup. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Plus une plateforme d'information que de conversation. Donc, plus une plateforme où on donne de l'information que de construire véritablement une relation durable et faire du business, ainsi de suite. Donc,
Voilà un peu, on va dire, les quelques idées et qui finalement se rejoignent dans le sens où, voilà, l'idée qui, je pense, est la plus persistante aujourd'hui est que, voilà, pour une banque sur les réseaux sociaux, c'est purement du commercial et de l'information quand encore on y est. Voilà, voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. D'accord, merci pour ce premier retour. Bon, les réseaux sociaux sont risqués, les réseaux sociaux sont Mhm, fun, pas adaptés au business. mhm. Mais alors aujourd'hui, on sait que tout le monde utilise les réseaux sociaux. Les réseaux C'est ça. sociaux, c'est moderne. Mhm. Mais qu'est-ce qui empêche donc encore certaines banques de considérer les réseaux sociaux comme un véritable canal de relations clients? C'est-à-dire, en d'autres termes, pourquoi ces idées reçues continuent d'exister alors que Mhm. les comportements en fait des clients ont déjà beaucoup évolué? Très, 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 très bonne question. Très, très bonne question parce que j'avoue que c'est surprenant. C'est surprenant effectivement que ce type d'idée continue à, à courir dans le secteur ou au niveau des banques pour déterminer leur comportement vis-à-vis des réseaux sociaux. Quoique je veux relativiser quand même, je pense que si on s'était fait cet échange il y a 10 ans, ça serait encore plus perceptible. Donc, les choses évoluent, mais je suis d'accord, l'idée persiste et c'est surprenant, d'autant plus que moi je dis souvent, en fait, de base, on est tous des utilisateurs, vous l'avez dit un peu, hein, on est tous des utilisateurs, des consommateurs de réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit à titre privé, que ce soit pour nos interactions sociales, que ce soit pour X ou Y raison. Donc, les décideurs, les banquiers, les personnes qui ont peut-être ces idées-là dont on a parlé, utilisent quand même les réseaux sociaux. Je pense que le problème commence lorsque ces personnes se mettent dans l'environnement de la banque, dans l'écosystème de la banque. Donc, j'ai envie de dire que c'est plus un sujet structurel. En fait, c'est lié à notre domaine. Voilà, parce qu'on a toujours pensé que justement, comme je le disais tout à l'heure, la banque, c'est sérieux, la banque, c'est carré, la banque, ça doit rester crédible et même avoir une sorte d'autorité. Donc, voilà, je pense que c'est une fois qu'on se met dans ce domaine, je ne vais même pas dire dans le secteur financier, parce que si on veut élargir au secteur financier, cette façon de voir les choses est tout de suite battue en brèche une fois qu'on pense au fintech, pardon. Elles ont une autre approche, quoi qu'elle soit dans le domaine financier. Voilà, donc c'est fondamentalement, je pense, les banques dites traditionnelles qui ont encore cette perception et c'est peut-être la raison qui fait que ce type d'idée-là perdure ou persiste, alors que nous sommes, comme vous l'avez dit, tous utilisateurs et consommateurs de réseaux sociaux et on voit que ça fonctionne très bien, sans risque pour d'autres. Voilà. D'accord. Alors, bon, si ces perceptions persistent, comme vous l'avez dit, elles peuvent, je pense, naturellement avoir des conséquences hein, sur la relation avec les clients. Selon Clairement. vous, quel est l'impact donc que cela peut avoir sur la relation entre une banque et ses clients? Alors, c'est clair que si cette perception perdue et donc conditionne un peu la posture de la structure, de l'entreprise, de la banque, d'un point de vue communication sur les réseaux sociaux, c'est clair qu'il y aura forcément un impact dans la relation. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, nos clients, nos prospects, nos parties prenantes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et je pense que ces personnes-là ne viennent pas en fait sur les réseaux sociaux pour, parlant des banques, hein, pour chercher des produits, des services ou l'aspect technique de notre métier. Elles viennent chercher des réponses, elles viennent chercher de l'interaction, elles viennent chercher de l'assurance, elles viennent chercher de l'accompagnement. Donc, une fois que nous, soit on n'y est pas ou on y est, mais en pensant qu'on ne doit pas trop être conversationnel, je pense qu'on court le risque d'avoir une rupture de confiance entre nous et ces cibles et ces clients ou même ces prospects ou toutes ces personnes qui ont bien envie de venir prendre des informations
avec nous. On court le risque, l'impact aussi, ça peut être bien entendu qu'elle se détache et qu'elle se désintéresse. Donc, il y a une sorte d'indifférence. Et bien entendu, le corollaire, c'est le manque de visibilité, c'est le manque de crédibilité. Voilà un peu un ensemble de choses, je pense que euh, qui peuvent arriver ou qu'on peut avoir comme impact si ce type d'idée perdure et donc si ça découle sur une posture sur les réseaux sociaux qui n'est pas adaptée aux besoins de ceux qu'on a en face, c'est-à-dire échanger, être dans une relation conversationnelle et avoir des réponses à leurs préoccupations. Donc voilà, je peux dire vraiment pour résumer, rupture et manque de confiance, manque de crédibilité. Voilà les risques qu'on court en fait quand on laisse notre posture guidée par des idées reçues. Voilà. Oui, c'est très grave. Dans tous les Ouais. cas, tout à l'heure, Mm, vous aviez parlé beaucoup de sérieux mm, du côté carré des institutions bancaires en particulier. mhm, Euh, Moi, je me dis, la réglementation, quand on veut on veut essayer de se mettre du côté de la banque, la mm, réglementation est souvent citée comme un frein mhm, à la communication digitale dans la banque. Mais mhm. est-ce que c'est réellement un frein ou plutôt un cadre qui demande simplement d'adapter sa communication? C'est-à-dire, est-ce que la réglementation vraiment empêche de communiquer ou est-ce Mm. que elle va plutôt obliger simplement à communiquer différemment, selon vous? D'accord. Bon, moi, pour commencer hein, sur ce point, parce qu'effectivement, c'est très souvent ce qu'on met en avant, la réglementation, euh, les sujets concernant la banque et notre activité sont très, très réglementés. Donc, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit ou il ne faut même pas dire ou il ne faut même pas être présent. Voilà, ça, on l'entend. Je suis totalement d'avis avec vous. Mais la première chose que j'ai envie de faire remarquer, c'est que au-delà des banques, tous les secteurs d'activité normalement sont réglementés, sont structurés. Quel que soit le domaine dans lequel on a un régulateur, on a une corporation on va dire, interprofessionnelle, donc qui réunit tous les acteurs. On a même quelquefois des associations de consommateurs qui veillent au grain et donc tout est réglementé, qu'on soit dans le secteur bancaire ou pas. Donc, ça, c'est le premier point que je veux relever. On n'est pas les seuls à avoir la réglementation avec nous. Quoique, oui, c'est un peu plus prononcé peut-être au niveau des banques quand on arrive sur des sujets de conformité, de gestion des données à caractère personnel, quoique ça, c'est quelque chose qui est transverse et qui est propre à tous les secteurs. Donc, voilà, première chose, on n'est pas les seuls à avoir de la réglementation ou des règles. Deuxièmement, je pense que, enfin, pour moi, de ma fenêtre, peut-être qu'on me dira c'est ma casquette de marketeur ou de communicant qui parle, mais les règles, je pense qu'elles sont faites à la base pour encadrer, pour accompagner, pour réguler, mais pas forcément pour inhiber ou pour stopper la créativité ou pour stopper l'originalité. Les règles, elles portent très souvent sur des points bien spécifiques. On ne va pas non plus, par exemple, aller partager des données euh, ou des informations à caractère personnel sur le compte bancaire de quelqu'un sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc, les règles, elles sont précises et elles touchent du doigt certains aspects bien spécifiques. Mais je pense qu'elles ne visent pas à inhiber ou à nous enfermer, en fait, dans une sorte de cage. De toute façon, la réglementation, elle sera toujours là. Et je dis nous-mêmes, enfin, le secteur bancaire ou dans d'autres secteurs, euh, on va voir la réglementation encore plus se corser parce qu'il s'agira à chaque fois de veiller à ce que les intérêts des clients soient protégés, ainsi de suite. Donc, la réglementation, elle est là et elle va aller en se corsant. Ça, c'est un fait. En face, on aura aussi à continuer à développer nos activités, à développer nos marques, à entretenir notre image, à parler avec nos clients, nos prospects, nos partenaires, à leur véhiculer, on va dire, notre personnalité, notre image. Donc, on n'aura pas d'autre choix que de continuer à communiquer.
Une fois que ces deux éléments qui sont incontournables sont posés sur la table, je pense que l'approche la plus efficiente et efficace, c'est de trouver justement comment les faire cohabiter. Et moi, je considère que la réglementation doit être un support, vous l'avez dit un peu dans la question, doit être un support, un accompagnement pour organiser sa communication, pour savoir qu'est-ce qu'on dit. Et ça passe par exemple, et de plus en plus, je pense que les banques le comprennent et s'organisent de cette façon, ça passe par l'intégration dans le processus de, de fabrication des contenus ou de validation des contenus avant diffusion, pardon. Ça passe par l'intégration de ce qu'on va appeler les gardiens de la conformité ou de la sécurité dans ce processus-là. Donc, ce n'est pas pour moi quelque chose qui doit être bloquant, mais ça doit être perçu comme un élément qui encadre et accompagne notre communication, tout en gardant à l'esprit que justement les réseaux sociaux où nous comptons nous exprimer ont aussi, on va dire, leurs exigences en termes d'originalité, en termes de créativité. Voilà. Donc, pour moi, ça doit être un support et ça ne doit pas être perçu comme un élément bloquant parce que de toute façon, ça existe dans le secteur bancaire et ça existe par ailleurs. Ça n'empêche pas quand même qu'il faut développer l'activité. D'accord. On a également parlé un peu avant, vous aviez également abordé l'aspect crédibilité, Mhm, on parle de réglementation, mais pour aller un peu dans une autre dimension, je mhm, pense qu'une autre question importante pourrait se poser, celle de la performance. Alors, mhm, mhm, aujourd'hui, quel rôle jouerait, ou quel rôle jouent hein, les mhm. directions générales dans la façon dont les banques utilisent ou non les réseaux sociaux? D'accord, d'accord. J'ai envie de dire la direction générale et par extension, le comité de direction ou le comité exécutif, en fonction de comment on l'appelle dans l'organisation, joue. J'ai failli dire doit jouer, mais je pense que, voilà, si je prêche même pour les chapelles des autres, les directions générales sont très impliquées ont un rôle important. Ça ne doit pas être que des spectateurs de ces sujets, mais des acteurs, parce qu'on sait que déjà, au niveau des banques, et peut-être dans toute organisation, la solidité de la relation qu'on bâtit avec le client s'appuie aussi sur l'image qu'on lui donne, sur le ressenti qu'on lui véhicule, sur oui, la notion d'image est essentielle dans cette relation, la notion de confiance. Donc, les directeurs généraux de banque, même si c'est vrai qu'on leur prête très souvent la casquette de pur banquier, businessman porté sur les chiffres et donc porté sur les performances, ont aussi une attention toute particulière pour tout ce qui est sujet de réputation, pour tout ce qui est sujet de communication, pour tout ce qui est donc prise de parole ou façon d'utiliser les réseaux sociaux. Très souvent, en tout cas moi pour le cas que je connais donc dans l'institution où je suis, la direction générale et donc par extension même le comité exécutif, euh, je vais pas dire intervient, mais ils sont à minima informés de tout ce qui se fait déjà de base de par la stratégie qui est définie et même de façon un peu plus régulière lorsqu'il y a, on va dire, des stratégies spécifiques qui sont établies ou des calendriers éditoriaux, on veille à ce que ces éléments-là soient partagés, soient connus de tous, avec peut-être une attention particulière à certains membres du COMEX, donc notamment le directeur du juridique, le directeur de la conformité, les différents directeurs clientèle qui, eux, bénéficient, on va dire, d'un traitement particulier parce que eux ont besoin de donner leur aval à un moment ou de donner leurs inputs. Donc, pour dire que les directions, on va dire les comités exécutifs de façon générale et le directeur général en particulier doit jouer un rôle essentiel. Et pour moi, c'est d'autant plus important que on sait qu'en banque et même peut-être dans d'autres organisations, ce qui vient généralement de la tête a plus de facilité à être, comment je vais dire, euh,
à trouver une oreille attentive auprès de l'ensemble du personnel. Donc, la perception que pourraient avoir d'autres personnes dans la banque vis-à-vis des réseaux sociaux peut être soit consolidée si le directeur général va dans ce sens, ou brisée si le directeur général va dans un autre sens. Donc, c'est presque une obligation pour nous et stratégiquement, c'est important de les impliquer, de leur faire jouer ce rôle d'acteur et de les convaincre, de les entretenir, de les animer sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire une chose, on parle des réseaux sociaux, ça ne date pas de si longtemps que ça. Bon, je dis si longtemps que ça quand je mets en opposition l'ancienneté de la plupart des banques. Je parle par exemple le marché Côte d'Ivoire, hein, les mastodontes ici sont des banques voilà, cinquantenaires ou qui datent des indépendances. Donc on a très souvent à la tête de ces banques ou dans les instances dirigeantes des personnes qui n'ont pas forcément une affinité ou qui n'ont pas un vécu avec ces outils-là aujourd'hui, qui sont plutôt modernes. Donc, on a intérêt, nous, sachant, à les entretenir, à les animer, à leur faire expérimenter ces outils-là, de sorte à pouvoir les embarquer et faire pratiquement d'eux des ambassadeurs pour nous aider justement à briser ce qui pourrait être ces barrières ou ces idées reçues. Donc, ils ont un rôle important et on doit justement veiller à ce qu'ils jouent ce rôle-là parce que voilà, ils nous aideront à repousser toutes ces idées reçues qui peuvent être bloquantes à un moment. Voilà. D'accord. Clairement, aujourd'hui, il est très important que la communication digitale dans les secteurs justement à forte exigence de confiance, les secteurs bancaires notamment, ne soit plus perçue comme quelque chose de secondaire. Mhm. Maintenant, pour aborder peut-être un aspect un peu plus concret, Mhm. est-ce que vous pouvez identifier des cas où la communication digitale a créé un véritable impact positif? C'est-à-dire, est-ce que Mhm. vous avez des exemples concrets où les réseaux sociaux ont réellement contribué à renforcer la relation client ou l'image d'une banque? D'accord. Euh, alors, à chaud, j'ai peut-être un exemple. Je ne sais pas si ça va véritablement nourrir ou aller dans le sens de la question que vous posez. Mais bon, je partage ça à tout le monde. On appréciera ensemble. Euh, J'en ai un autre, mais on en parlera après. Donc, je pense il y a peut-être 3 ans, 4 ans, pas plus loin que ça. On avait avec mon collègue en charge de notre communication digitale et tout, on avait utilisé une technique de comment ça s'appelle, j'oublie le nom, le newsjacking sur les réseaux sociaux pour promouvoir une offre promotionnelle sur le crédit immobilier qu'on avait dans le temps. Donc, le newsjacking, bon, comme on le sait peut-être tous, c'est le fait de rebondir en fait sur une actualité. Elle peut être politique, elle peut être sportive, peu importe, mais en tout cas une actualité qui crée vraiment l'émulation sur les réseaux sociaux. On rebondit, on l'utilise en fait pour capter l'attention afin de véhiculer ou de glisser un message commercial ou institutionnel, ainsi de suite. Donc, voilà, nous, on avait utilisé ça. C'était l'histoire de, comment je vais dire, deux people. Ici en Côte d'Ivoire, deux people. L'un est artiste, musicien dans le coupé décalé. L'autre, une dame, on va dire influenceuse ou créatrice de contenu. Les deux étaient en vraie fausse relation en fait sur les réseaux sociaux et ça faisait vraiment du buzz sur une longue période jusqu'à ce qu'un jour via les réseaux sociaux ils annoncent leur rupture. Donc nous on a rebondi sur cette actualité et je vous dis, la publication a atteint des scores vraiment inespérés. OK? On nous appelait, on a vu nos performances en termes de visibilité, en termes d'engagement et tout. Vraiment, tout allait bien. Donc, on nous a appelés. Et donc, même le directeur général nous a appelés.
Je vais dire, il nous a convoqués plutôt. Donc, il a fallu lui expliquer tout ça parce que voilà, il avait lui aussi eu écho, il a reçu des appels, mais qui étaient beaucoup plus dans le sens de l'incompréhension. Parce que non seulement la technique utilisée, l'association de notre image avec quelque chose qui est plutôt, on va dire, people ou potin, les gens n'avaient pas forcément percuté. Donc, ça nous a valu principalement que notre processus de validation ou de préparation des contenus soit un peu revu dans le sens de le rendre plus rigide. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, alors je vais dire, on a osé, mais je pense que ça a peut-être malheureusement conforté certains dans ces idées reçues. Et ce que je veux peut-être plutôt qu'on retienne sur cette anecdote-là, c'est au-delà du fait que voilà, ça a certainement nourri les idées reçues, c'est que je pense que les choses se seraient faites différemment ou auraient été perçues différemment si on avait observé trois règles. La première, c'est d'impliquer, et on en parlait tout de suite là avec votre question précédente, c'est d'impliquer, d'associer les décideurs, la direction. Bon, on me dira peut-être que cette technique de newsjacking qui normalement fait appel à de la spontanéité, de la réactivité, peut être en décalage avec le principe d'associer ou de faire valider à l'avance, mais on est obligé de trouver le mécanisme et la façon de faire pour ne pas que votre hiérarchie découvre les choses. Voilà, il faut qu'on les associe. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense que ça aurait été différent si on les avait associés. Deuxième point, je pense que ça aurait été différent si on avait fait attention à l'actualité qu'on avait pris sur nous d'associer à l'image de la banque. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de risqué. Il faut faire attention à ça parce que, voilà, comme on l'a dit tout au long de cet échange, on reste quand même dans un environnement plutôt sérieux, en griffe. Donc, les sujets qui sont associés à l'image peuvent être déconcertants pour ses clients ou des partenaires qui ont une certaine confiance à la marque. Et troisième, dernier point sur cette anecdote-là, c'est que je pense que les choses auraient été différentes si on était parti dans nos explications à la direction générale avec des éléments qui relient une telle initiative à l'impact business. Nous, c'est vrai, dans le feu de l'action, on était beaucoup plus porté sur les indicateurs liés à la performance de la publication, donc les vues, les engagements, les commentaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais après, derrière, est-ce qu'il y a eu de la transformation? Est-ce qu'il y a eu un impact à moyen terme ou à long terme? Je ne sais pas, hein, mais est-ce qu'il y a eu un impact sur le business? Ça, on n'est malheureusement pas allé jusqu'à ce niveau. Donc, je pense qu'avec ces trois éléments, on aurait certainement changé l'histoire et on aurait changé la perception parce qu'on aurait montré qu'on peut être sur les réseaux sociaux, avoir une approche originale et différente et puis impacter positivement le business tout en garantissant la performance. Donc, voilà tout de suite on va dire l'exemple qui me vient à l'esprit. Et le deuxième, mais ça va être beaucoup plus rapide, c'est que on n'est pas venu une fois à convaincre tout le monde d'engager des fonds et des moyens dans une campagne de génération de leads. Et elle a sur le principe je pense que c'était la promotion des comptes épargne et tout. Et ça avait vraiment bien fonctionné parce qu'on avait pu justement avec cette campagne générer des leads. Donc, on a pu, par cette initiative, changer un peu la perception de certaines, on va dire, de certains contributeurs en interne qui se disaient que les réseaux sociaux ne peuvent pas apporter de business derrière. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas su forcément mettre le mécanisme en place en lien avec nos collègues du commercial pour transformer ces leads et avoir un impact significatif justement sur les épargnants de la banque. Mais le fait qu'il y ait un volume de personnes intéressées avec un ciblage et une catégorisation très précise géographiquement d'un point de vue catégorie socio-économique ou professionnelle, je pense que ça a envoyé un signal et c'est quelque chose qui, à mon avis, a pu faire bouger un peu les lignes en termes de perception ou d'idées reçues. Donc voilà les deux exemples concrets que je peux peut-être partager avec vous
pour nourrir notre conversation sur ces éléments qui peuvent faire bouger les lignes en termes d'idées perçues. Ah ben, très intéressant. Dans tous Mm, les cas, je pense que clairement, le deuxième exemple nous montre assez, mm, de façon palpable, hein, que la direction, le département communication a joué son rôle. Il mm, a mm, ramené des leads qualifiés et mm. puis le commercial devait par la suite faire les transformations. La Mais transformation, c'est je ça. pense que ça a déjà prouvé, ça aura déjà prouvé que ben, il y a quelque chose qui est possible. Ça ne sert pas juste à faire joli, C'est juste ça. à être de la visibilité, juste à apporter de la visibilité. Moi, je C'est voulais ça. revenir un peu sur le premier exemple et la Mm, question que je me suis posée, parce que vous en aviez parlé un peu mm, brièvement, vous avez parlé de performance. mm. Le newsjacking, c'était quelque chose de nouveau. On aime bien rester classique dans nos bonnes petites habitudes dans la banque. Mm. Mais comment est-ce que le public a perçu justement ça? Par curiosité, je me demande. Oui, oui. C'est assez paradoxal. Le public l'a bien perçu. On l'a vu tout de suite dans les commentaires et dans le niveau d'engagement. C'est-à-dire que faut que je sois sûr de ce que je veux dire, mais je pense qu'on n'avait jamais eu autant d'engagement sur une publication, en partage, en commentaire, mais sur 2, 3 jours. Parce qu'en même temps aussi, je pense que, et ça, on le voyait un peu dans les retours qu'on avait, soit sur la publication ou des échanges qu'on avait avec même des collègues, hein, même des collègues ou d'autres personnes, ce qu'on a perçu tout de suite et qui a véritablement accroché les gens, ils nous ont dit, ah ouais, vous êtes capable de sortir autant de vos sentiers battus. Parce qu'on était, comme vous l'avez dit, on était trop classique, on a été tout le temps classique. Et c'est quelque chose qui a surpris agréablement. Comme on le voit souvent, hein, les commentaires en bas, c'était du style, ah oui, le community manager aujourd'hui, là, on ne sait pas ce qu'il a pris. Voilà, c'était vraiment, en fait, il y avait de la surprise, mais de la surprise agréable. En tout cas, les retours qu'on a eus, c'était plutôt dans ce sens. Pourquoi je disais que c'était paradoxal? Parce que comme je l'ai dit, d'un autre point de vue, en tout cas, si j'entends ce que notre hiérarchie nous a passé aussi comme message en ce moment-là, c'est que eux, à leur niveau, les retours étaient beaucoup plus, toujours aussi surpris, mais on a eu quelques retours de clients surtout, historiques, des retours surpris et inquiets. Bon, en même temps, il faut que je situe un peu le contexte. Ça s'est fait dans une période où on était comment je vais dire ça, sans trahir trop de secrets, on avait une restructuration du fait d'un changement majeur au niveau de notre actionnariat. Donc, je peux entendre que pour certains clients, ils ont eu l'impression que, bon, allez, ça allait commencer à aller dans tous les sens dès l'instant où il y avait un actionnaire majoritaire, historique, qui est là depuis 60 ans, qui venait de partir. Donc, c'était un peu, voilà, une confrontation de ces deux perceptions, mais vraiment d'un point de vue public, collègue, on va dire le monsieur tout le monde, ça a été perçu comme de l'audace et quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer venant d'une institution bancaire comme la nôtre. Voilà, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord, très intéressant. Très honnêtement, Hum, moi, je constate par exemple à mon niveau que euh, hum, dans l'environnement, il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs hum, acteurs, on n'a pas toujours toutes les nouveautés. Et hum, comme on le sait, en fait, il y a une nouvelle génération qui est très connectée, qui regarde un peu tout. Moi, je hum, regarde par exemple ma fille qui, des fois, me donne des nouvelles. Ah, j'ai vu passer telle chose, ils ont fait un truc intéressant. Et c'est comme ça parfois qu'on arrive à voir à hum, travers certaines actions qui arrivent à mettre en avant une actualité et dans un contexte bien que réglementé, qui permet de hum, réveiller un peu à la fois l'institution, on se dit, ah ben, on peut aller hum, voir ce qui se passe là-bas. Donc, hum,
Je trouve que c'était une audace positive Mhm, et comme vous l'avez confirmé, le public l'avait bien pris, mais je pense que derrière, certainement, peut-être lié au contexte, il y avait une crainte, premièrement, par rapport à tout ça. mhm, Alors, on mhm, va évoluer un peu et regarder un peu un côté réaliste, c'est-à-dire aujourd'hui, mhm, est-ce que selon vous, les réseaux sociaux sont encore perçus comme un espace peu sérieux? On va dire, quand on quitte de ce moment-là à mhm, aujourd'hui, on va peut-être maintenant parler un peu de façon générale et peut-être en particulier suivant votre expérience. Est-ce mhm. qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont encore perçus comme un espace peu sérieux pour une institution bancaire? D'accord, merci beaucoup pour la question. Moi, je vais être très cash. Euh, pour toutes les personnes qui nous font la gentillesse d'être là aujourd'hui, d'être connectés, si dans votre organisation, qu'on soit en banque ou dans un autre domaine, on vous sort l'argument de non, n'y allons pas ou bien allons-y modérément parce que les réseaux sociaux ne sont pas sérieux, je pense que c'est juste un prétexte. Le problème se trouve ailleurs. Répondez à la personne ou au décideur ou au collègue qui vous dit ça, dites-lui de vous dire clairement quel est le vrai sujet pour qu'on aille dessus. Aujourd'hui, moi, je pense que en 2026, on ne peut pas tenir ça comme argument. On ne peut pas tenir ça comme argument. Les réseaux sociaux servent aux États. Les réseaux sociaux servent aux institutions, mais des plus prestigieuses qu'on peut imaginer. Là, je me situe au niveau mondial, hein, et partout. Les réseaux sociaux servent euh, aux personnalités ou à des personnages publics qui sont tellement jaloux regardant enfin, sur leur image, aux sportifs, aux stars, aux écoles. Les réseaux sociaux servent à tout le monde. Je ne suis pas sûr que tout cet écosystème que je viens de citer est, soit moins sérieux que nous, banque. Donc le sujet de non, c'est pas sérieux, je pense que non, c'est pas un argument qui pour moi tient. Parce que comme j'ai dit, tout le monde y est et en fait, tout dépend de ce qu'on va y faire. Je pense tout dépend de ce qu'on souhaite y faire, de comment on compte y aller. Et c'est pourquoi aussi en début d'interview, en fait, d'échange tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de marque, d'identité, de personnalité, ainsi de suite. Il faut garder à l'esprit, je pense que on est quand même en train de prendre la parole au nom d'une marque. On est quand même en train de mettre en œuvre la stratégie d'une marque qui a sa personnalité, qui a ses valeurs, qui a son ton, qui a son modèle d'expression. Donc, c'est déjà ça qu'il faut garder à l'esprit. Après, il peut y avoir des ajustements en fonction du canal qui est choisi. C'est clair que je n'approche pas la chose de la même façon si je suis sur un spot télévisé que sur un contenu qui est fait pour TikTok. Mais au-delà, il faut justement réussir l'exercice d'harmonisation de sorte que qu'on soit en télé, en affichage ou sur les réseaux sociaux, qu'on puisse voir euh, le fil conducteur qui caractérise la marque. Donc, c'est ça le sujet. Sinon, pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être juste un prétexte. Et puis en plus, vous en parliez un peu tout à l'heure, Audrey. Aujourd'hui, les banques, euh, je vais parler spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est un peu pareil sur nos différents marchés. C'est un secteur de plus en plus concurrentiel. Il y a énormément d'acteurs. Nos services et nos prestations ont tendance à se rejoindre. Donc, on arrive de plus en plus à aller vers une personnalisation ou une spécification de nos prestations. Ce que les gens attendent, c'est la qualité et c'est la réponse à leurs attentes, à leurs besoins. Donc, une fois qu'on est dans cette posture, on est censé se nourrir de ce que les gens nous expriment. On est censé se nourrir de ce qu'on perçoit comme étant leurs besoins. Dites-moi, quel média ou quel canal, mieux que les réseaux sociaux, peut être tellement rempli de données
ou de feedback ou d'éléments d'analyse pour nous guider dans nos orientations stratégiques, dans nos choix et tout. Donc, voilà un autre argument qui me conforte dans le fait que, en fait, les réseaux sociaux, on n'a pas d'autre choix que d'y être, qui qu'on soit comme organisation, tant qu'on a envie de grandir. Tout dépend après, comme je le dis, de comment on veut aborder le sujet et de comment on s'y comporte et de qu'est-ce qu'on va y rechercher et surtout aussi de quels résultats on attend. Parce que ça aussi, c'est important. Il faut qu'on puisse avoir des choses mesurables pour pouvoir les ajuster. Ça ne peut pas aujourd'hui seulement se limiter à de la visibilité, à de l'exposition. Il faut que ça aille plus loin. Voilà. J'ai envie de finir en disant, sur cette question, en tout cas, j'ai envie de finir ma réponse en disant que la marque doit pouvoir s'exprimer partout, quel que soit le point de contact qu'on a avec le client, le prospect ou l'interlocuteur. La marque doit pouvoir s'exprimer partout. Parce que c'est dans notre façon de faire s'exprimer sa marque qu'on parviendra, je pense, à capter l'attention, à anticiper un besoin, à percevoir le besoin, à apporter la solution et donc à pouvoir transformer ce point de contact, quel qu'il soit, en un moment de décision, en un instant de vérité pour le client, pour le prospect. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire grandir nos organisations sur les réseaux sociaux ou sur tout autre moyen ou canal de communication. Donc voilà un peu ce que je peux dire comme réponse à cette question. Ben, le message est clair, hein. Il faut s'adapter, Ouais. il faut utiliser ce canal tout en restant bien sûr euh, dans le cadre qui est Mhm. nécessaire pour l'institution Mhm. et en bien évidemment en utilisant ce canal, il faut regarder au-delà, comme vous l'avez dit, de tout ce qui est juste présence et visibilité et donc Mhm. l'utiliser pour de la performance également. Mhm. Alors, nous avons clôturé cette série de questions. Mhm. Et là, je vais me tourner vers le public, vers les participants, euh, pour savoir si vous avez des interrogations, si vous avez des préoccupations sur ce sujet très intéressant Mhm. qui, en fait, nous ouvre un peu sur comment est-ce que, au niveau des institutions, comme je l'ai dit, hein, votre expérience nous a vraiment permis d'apporter un regard concret et opérationnel. Mhm. Euh, Quelles sont les idées qui sont reçues à ce niveau? Euh, Comment est-ce que, à travers un exemple, l'exemple que vous avez donné, Mhm. avec un changement, avec l'utilisation autrement des réseaux sociaux, il y a eu un brin de transformation positif Mhm. dans tous les cas pour le public, mais surtout comprendre à travers tout ça comment est-ce qu'on peut réellement utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui en banque. Donc, je vous écoute, je regarde les questions. Éventuellement, s'il y a une personne qui souhaite ouvrir son micro et poser une question, euh, nous sommes à l'écoute. Donc, je regarde le chat, mais éventuellement, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire tout simplement la question afin que Monsieur William Callot puisse nous apporter plus d'éclaircies là-dessus. Je tenais aussi à rappeler, comme je disais en tout début, que nous sommes au deuxième épisode de cette série de webinaires intitulée Social Media and Strategy Trust. Mhm. En effet, ce sont des vérités stratégiques un peu sur les différents secteurs bancaires, assurantiels, entre autres, et même de Mhm. microfinance que nous allons aborder au fur et à mesure des épisodes. Aujourd'hui, nous parlons, au premier épisode, nous avons parlé de la communication euh, des produits et nous avons vu, comme je disais au début, l'importance de passer d'une communication centrée sur le produit
qui Mhm. était assez courante à un moment, à une communication beaucoup plus centrée sur les usages et les besoins réels. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que il est important de dépasser un peu cette statut de faire de la communication, ce statut, pardon, de faire de la communication juste pour avoir de la visibilité au niveau des banques, à une communication qui peut également apporter, qui peut être nouvelle et apporter également des performances. Mhm. Pas de questions? On a l'impression que C'est, tout a été c'est, dit, que... oh, c'est souvent une réaction à double sens. On ne sait jamais. Oui. Non, mais peut-être en attendant qu'une question arrive, je rebondis Mm. sur un point qui est très, très, très pertinent dans ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, Oui. il faut pas qu'on oublie que nos organisations fonctionnent sur la base de la performance. C'est vraiment, je suis un fervent défenseur de la notion de marque, mais voilà, la notoriété, la visibilité, ces éléments qui sont euh, inhérents à la marque doivent très vite nous emmener à pouvoir être concrets aujourd'hui pour que chaque action puisse avoir un impact sur la performance. Euh, Tout doit être mesurable. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que je pense que les réseaux sociaux, c'est une aubaine. Parce que c'est une vraie mine d'or. Les données qu'on récupère, les informations que ça nous permet d'avoir, les tendances et tout, on ne peut pas s'en priver, mais il faut juste que nous-mêmes aussi, dans notre métier et dans notre interaction avec les autres, avec l'écosystème en interne, que ce soit en banque ou ailleurs, il faut qu'on soit en mesure d'apporter ces éléments factuels qui permettront de changer la perception selon laquelle la communication est juste budgétivore et est juste pour du fun. Voilà, on est un vrai levier de croissance, on est un vrai appui au développement du business et ça, il faut que nous-mêmes on le mette en avant. Voilà, voilà ce que je pouvais dire un peu sur cette notion de performance. Parce qu'aujourd'hui, dans toute organisation, tout s'apprécie à la mesure et au résultat et à l'impact qu'on a sur l'activité. Voilà. Ben, tout à fait, tout à fait. Moi, j'aurais peut-être une petite question bonus, on va dire ça. Mhm. En vous écoutant parler tout à l'heure, je me suis demandé si une banque devait aujourd'hui commencer à structurer sérieusement sa présence sur les réseaux sociaux, par où Mhm. est-ce qu'elle devrait commencer selon vous? C'est-à-dire, quelle pourrait être sa première priorité? Est-ce que ce serait regarder un peu le côté stratégie, les contenus, l'organisation interne, la Mhm. formation des équipes? Donc, je Mhm. me suis un peu posé la question et ben, je vous la retourne. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça commence déjà par l'interne. Je vais prendre ce gros panier en griffe qui est l'interne. Et puis dedans, on verra qu'il y a plusieurs compartiments dont vous avez parlé en énumérant les différents aspects. Donc, il y a déjà, je vais pas dire la perception, mais il y a l'intérêt ou la place qu'on veut accorder au sujet, déjà qui est fondamental. Donc, et ça part de la vision, ça part de la stratégie, on va dire de la direction générale. Donc, il faut que ça ne soit pas déjà perçu ou ressenti comme quelque chose d'accessoire. Il faut qu'on comprenne que la présence sur les réseaux sociaux, l'activité sur les réseaux sociaux, la posture sur les réseaux sociaux, ça obéit à une stratégie, à une vision qui se prépare, qui s'organise. Donc ça c'est d'un. Une fois que je dis ça, il y a plusieurs choses qui doivent en découler. Les moyens qu'on met, que ce soit les moyens humains. Moi, j'aime à dire souvent que euh, dans les banques, on a peut-être tendance, et c'est peut-être parce qu'on n'accorde pas tout l'intérêt qu'il faut au métier ou à la fonction, on a peut-être tendance à penser que, bon, allez, la communication, d'un point de vue général, tout le monde peut faire et une seule personne peut tout faire. Moi, je dis souvent, il y a des spécialistes, il y a des personnes dont c'est le métier, il y a des personnes dont c'est le taf, en fait. Donc,
tout part d'abord de l'organisation qu'on met en place. Après qu'on ait défini la vision et qu'on ait mis le sujet à un point essentiel dans notre stratégie, il y a l'organisation. Il y a deux possibilités. Soit on confie ou on se fait accompagner par un cabinet d'experts, donc une agence ou voilà. Ou bien si on a le souhait d'internaliser l'activité, en ce moment, il faut donner les ressources en quantité, en qualité et en spécialité. Ce qui n'est malheureusement, je pense, hein, à mon avis, n'est pas encore véritablement le cas parce qu'on se dit, bon, allez, les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui va être là, qui publie, qui tape le texte, qui répond à un commentaire, mais il y a tout un aspect, euh, il y a d'autres fonctions derrière. Voilà, je vais dire ça comme ça, il y a d'autres fonctions derrière. Donc, il y a la vision d'un premier temps, il y a l'organisation et donc les moyens qu'on donne. Ensuite, il y a toute la gouvernance qu'on met en place. Vous voyez que là, on est encore sur l'interne, hein, mais il y a plusieurs aspects qui sont touchés. Il y a la gouvernance qu'on met en place. Qui fait quoi pour qu'on arrive où et quand, avec quel résultat? Et c'est en ce moment-là que tous les contributeurs doivent être organisés dans des procédures pour que on puisse aller de façon confortable sur les réseaux sociaux en étant sûr qu'on a pris les inputs et les contributions de tous ceux qui peuvent être liés à tout sujet de prise de parole de la banque en externe. Donc, la conformité, le juridique, les métiers, enfin les commerciaux, bien entendu le marketing, la communication. Il faut vraiment mettre en place toute une gouvernance. Et puis, après, j'ai envie de dire il faut surtout garder à l'esprit que tout ça doit obéir à la stratégie globale comment je vais dire, de l'entreprise, de la banque. On ne peut pas, par exemple, avoir une orientation stratégique qui est portée sur la digitalisation de nos services et puis dans l'approche sur les réseaux sociaux, on va continuer à parler d'autres sujets et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, vous voyez que c'est un certain nombre de choses à mettre en place. Dit comme ça peut faire beaucoup, mais je pense que c'est indispensable pour pouvoir arriver après à des rendus ou à des livrables qui sont efficients et à une présence qui est beaucoup plus structurée. Voilà. Donc voilà un peu peut-être à chaud hein, les points qui me viennent à l'esprit comme étant les éléments sur lesquels une banque doit mettre le doigt avant de pouvoir véritablement se lancer dans d'une stratégie de présence sur les réseaux sociaux en phase avec sa stratégie globale au niveau de l'entreprise. Très bien. Moi, je comprends et j'ai entendu un point très important, c'est que il est important dans tous les cas que ce soit que la communication digitale auprès des institutions financières soit faite par des professionnels Ah qui oui, maîtrisent la chose, pas par ah oui. n'importe qui, que ce Mhm, soit en phase avec tout ce qui est action mis en place au sein de l'institution, qu'il mhm, y ait un certain suivi de mhm, part et d'autre. Et aussi, il est important que aujourd'hui la communication digitale au sein des institutions financières ne soit plus considérée comme un, comme quelque chose de budgétivore. Voilà, mhm, c'est ce que je voulais dire, mais plutôt comme un levier important. mhm, Voilà, il y a Patricia qui a posé une question, qui nous pose là une question. mhm, Bonsoir, moi j'aimerais bien comprendre, s'il vous plaît, comment une banque peut gérer efficacement les critiques ou les situations de crise sur les réseaux sociaux tout en protégeant son image de marque. De plus, le mhm. digital évolue en termes de contenu et les banques devraient conserver uniquement une approche plus institutionnelle pour préserver leur crédibilité. Alors ça, c'était une autre question. Donc, la première question, je vais reprendre parce que je la lisais. Mhm. Elle dit ceci. Comment une banque peut gérer efficacement les critiques ou les situations de crise sur les réseaux sociaux tout en protégeant son image de marque? Ensuite, elle ajoute que le digital évolue en termes de contenu. Est-ce que les Mhm. banques devraient conserver uniquement une approche plus institutionnelle pour préserver leur crédibilité?
D'accord. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Alors, pour la première partie de la question, comment on pourrait gérer les crises ou les critiques? Euh, Déjà, sur l'aspect critique, je pense que c'est quelque chose justement qui vient un peu militer en faveur de ce qu'on se disait parce que les réseaux sociaux, faut le reconnaître, c'est presque exclusivement les critiques auxquelles on doit s'attendre là-bas. Et donc, ça nécessite justement, ça nous renforce encore dans l'idée selon laquelle il faut y être. Parce que la nature ayant horreur du vide, si on n'y est pas, ce sont ces critiques-là justement qui vont, que les gens vont retenir, qui vont faire un effet boule de neige et puis on aura notre réputation entachée. Donc, il faut y être. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, on disait que tout doit se préparer, tout doit s'organiser, parce qu'une fois qu'on y va, justement, le dispositif qu'on a mis derrière, qu'on a mis en place en interne, doit nous permettre, nous aider à répondre à ces critiques-là. Déjà, moi, je pense que sur les critiques, c'est peut-être pas l'approche de toutes les banques. Il faut y répondre. Moi, je pense qu'il faut y répondre. Après, et ça, c'est un peu peut-être la règle, nous, à notre niveau, je partage la règle, on ne répond pas forcément à toutes les critiques et on ne répond pas forcément sur la place publique aux critiques. Nous, on est plutôt dans l'approche de rentrer dans un échange direct, dans du conversationnel avec la personne qui a émis cette plainte ou cette critique, parce qu'on se dit, on ne veut pas forcément créer un cycle infini de plaintes, de discussions, d'échanges. C'est pas ça le but en fait. Donc, généralement, on est plutôt dans une approche de récupération de la personne se plaignant ou bien truc, mais ça encore, c'est relatif. Il faut vraiment qu'on ait perçu une plainte et une réclamation claire et précise d'un client. Et on est plutôt dans un processus de traitement ou de gestion de cette réclamation-là selon les procédures, voilà, on va dire, de la banque. Donc, oui, répondre aux critiques, mais être beaucoup plus dans l'aspect constructif, pas aller discuter, parce que plus on discute et plus on a de chances d'en avoir d'autres. Après, pour l'aspect crise, ça, c'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas lié qu'aux réseaux sociaux. Il faut avoir une politique de gestion de crise. Et pour toute marque, ça, c'est quelque chose qui est indispensable. La crise, qu'elle apparaisse sur les réseaux sociaux, qu'elle vienne de la presse, qu'elle vienne dès l'instant où il y a une crise qui peut avoir un impact sur la réputation, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Et ça, c'est inhérent à chaque organisation. Il faut avoir une politique de gestion de crise. Comme je disais un peu plus tôt dans mon intervention, les réseaux sociaux, ça doit rester quelque chose de conversationnel. Une autre façon, et peut-être je vais terminer sur ce point-là pour le premier volet de la question. Une autre façon aussi de gérer les critiques, c'est de se nourrir justement de ce qu'on aura capté, des commentaires, des messages ou des plaintes pour adapter les contenus qu'on partage. Si on se rend compte qu'il y a peut-être des incompréhensions ou des fausses informations qui circulent ou qu'on voit fréquemment sur tel ou tel sujet, les agios, ainsi de suite, il faut créer un contenu pour y répondre et le vulgariser de sorte à pouvoir estomper un peu ces critiques-là. Donc, il ne s'agira pas d'aller répondre à chacun, mais ce que vous nous avez dit nous a apporté de la matière pour pouvoir créer quelque chose pour vous répondre par la suite. Donc, voilà ce que je peux dire pour, pour ce, pour ce premier volet. Euh, En effet, est-ce qu'on... Oui, voilà, allez-y. ce que je voulais dire par rapport à ce premier point, c'est que Mm, moi, je rejoins tout à fait votre point de vue, hein, dans mm, le sens où il vaut mieux un message sur le canal, sur la plateforme utilisée qui dit
bonjour un tel ou bonsoir un tel, nous avons pris en compte votre préoccupation. Pouvez-vous nous contacter à ceci, cela ou vous Exactement. rejoindre l'agence la plus proche pour que nous Mm. puissions vous prendre en charge le mieux possible. Il vaut mieux ça plutôt C'est qu'un ça. silence classique en disant, ben, si vous voulez, la banque, si vous voulez, vous avez une préoccupation, il faut aller à la banque. Aujourd'hui, il faut Mhm. s'adapter. C'est ça. Donc, pour la deuxième partie de sa question, elle disait, le digital évolue Mhm. en termes de contenu et est-ce que les banques devraient conserver uniquement une approche plus institutionnelle pour préserver leur crédibilité? D'accord. Alors, je ne vais pas être aussi catégorique pour dire que, parce qu'après, il y a forcément matière à, pardon, il y a forcément matière à être aussi dans du commercial ou dans du produit et service. Euh, mais moi, je pense que sur le digital, c'est qui aidera les banques à garder vraiment cette crédibilité, c'est de pouvoir être dans du conversationnel. Parce que, je le disais un peu dans l'échange, les gens ne viennent pas forcément pour voir tous les matins une publication qui leur dit on a en campagne crédit, on a un sujet, on a une offre, ainsi de suite. Ils vont très vite zapper. Donc, il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le digital doit nous servir aussi à de l'éducation financière, à apporter. C'est pourquoi je disais, c'est important d'avoir cet outil-là qui nous envoie déjà de base ce qui peut être les attentes des utilisateurs. Donc, il faut apporter des réponses à ces attentes-là sans être foncièrement dans de la communication tourner à la limite sur nous-mêmes, en fait, uniquement porter sur les produits, ainsi de suite. On ne peut pas aussi non plus rester strictement institutionnel. L'un mis dans l'autre, il faut que ce qu'on dit ou ce qu'on apporte soit une réponse et apporte une solution aux internautes ou aux utilisateurs. Donc, j'ai un peu du mal à être très tranché parce que oui, l'institution, on l'a fait parler, l'institution, mais on ne peut pas être qu'institutionnel. Je pense qu'il faut être vraiment plutôt orienté solution à apporter aux internautes, aux utilisateurs. Et je pense qu'on a énormément d'éléments qui nous permettent de savoir quels sont les sujets sur lesquels on peut apporter des réponses et être utile. Voilà, c'est ça même le sens de mon propos. Il faut être utile pour les personnes qui nous suivent, pour les communautés. Voilà, et des fois, on peut être fun, des fois, on peut être produit et service, des fois, on peut être institutionnel, mais il faut qu'on soit surtout utile. D'accord, merci beaucoup. On a une deuxième question, une D'accord. question de Nokana. Je ne sais pas, par rapport à cette question, est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite présentation? Si vous pouviez poser votre question peut-être de vive voix, Nokana, est-ce que vous pourriez nous la poser de vive voix? Moi, j'aimerais bien que vous nous fassiez une petite présentation pour qu'on comprenne un peu, euh, euh, une petite présentation de vous par rapport à votre question. La question est celle-ci. Dit bonsoir, il ou elle, pardon, dit bonsoir à vous, merci pour cette belle présentation. Alors, y a-t-il des indicateurs clés qu'une banque doit suivre pour mesurer la performance de sa communication sur les réseaux sociaux? J'aurais souhaité que nos canaux nous abordent la question de vive voix si possible, hein, mais le micro peut être ouvert. Ou alors, William, je vous laisse répondre, hein. Je OK. vois qu'ils sont un peu timides, pas de souci. Donc, on reprend la question. Y a-t-il des indicateurs clés qu'une banque doit suivre pour mesurer la performance de sa communication sur les réseaux sociaux? Allô,
Allô? Ah, ah, Oui, Nokana est là. Allô. Ah, super, oui, voilà, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis poser de vive voix votre question? Ce sera tout aussi d'accord. intéressant. Alors, d'abord, je vous salue. Bonsoir à vous, messieurs, dames. Et merci Bonsoir. pour ces échanges-là. C'est vraiment enrichissant. Alors, je suis Nokana Palika. Je suis journaliste, reporter d'image de formation, mais chargé de communication et surtout créateur de contenu audiovisuel pour les réseaux. Mhm. Voilà. Donc, voici essentiellement ce que je fais. Alors, justement, je demandais, est-ce qu'il y a des indicateurs clés qu'une banque peut suivre pour, pour pouvoir évaluer un peu l'efficacité de sa communication sur les réseaux? Parce que déjà, le domaine de la banque, moi, c'est un domaine que je ne connais pas particulièrement. Mhm. J'ai travaillé dans l'humanitaire pour des organisations. J'ai travaillé pour des médias, la radio, parce que j'ai commencé par la radio. J'ai fait 7 ans en radio. Ensuite, 2 ans sur une chaîne de télé. Donc, ces domaines-là, les médias, oui, je m'y connais plus ou moins. Mais l'univers de la banque, des institutions financières, pas vraiment. Et donc, Mhm. je me dis, les indicateurs peuvent varier d'une organisation à une autre en fonction, bien entendu, de nos réalités. Donc, je me dis, pour une banque, par exemple, est-ce Mhm. que des indicateurs comme, par exemple, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le taux d'engagement, tous ces indicateurs-là, est-ce que parmi ces indicateurs, il y en a qui sont beaucoup plus pertinents pour une banque, Mhm. de sorte à pouvoir évaluer, comment dirais-je, son efficacité, et ou est-ce que ce sont les mêmes indicateurs pour toutes les organisations, voilà. En fait, je voulais savoir s'il y a vraiment des indicateurs un peu spécifiques aux banques. D'accord. D'accord. Je peux y aller, hein, Audrey? Oui, bien D'accord. sûr, merci, Nokana. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Nokana. C'est très précis, en tout cas, comme question. Euh, alors, c'est un échange, hein, donc si je me trompe, on pourra me corriger. Je ne pense pas qu'il y ait des indicateurs spécifiques à la banque pour ce qui est de la présence sur les réseaux sociaux. Euh, non, là, tout de suite comme ça, je ne pense pas. Alors, il y a des indicateurs, bien entendu, pour suivre l'activité, pour suivre nos performances et tout. J'ai un peu de mal à dire qu'elles sont spécifiques à la banque. Parce que tout de suite, si on rentre dans quelque chose de spécifique à la banque, on sort un peu en termes d'indicateurs à suivre, on sort forcément on va dire, des réseaux sociaux pour aller toucher peut-être des indicateurs qui sont liés au business. Donc, des souscriptions, voilà, la transformation, en fait. C'est à ce niveau-là, peut-être qu'il y aura des choses un peu plus spécifiques que nous, on va suivre au niveau des banques. Mais sinon, sur les réseaux, il y a, je vais dire, les indicateurs. Donc ça, c'est vrai, aussi vrai pour les banques que je pense pour d'autres organisations, hein. Il y a les indicateurs que je peux considérer comme basiques et je vais dire permanents. Donc, vous en avez parlé un peu. Euh, la taille de notre communauté, le taux d'engagement. Ça, ce sont des choses qu'on peut suivre de façon régulière avec des points mensuels pour voir comment ça a évolué. Est-ce qu'on est dans nos clous? Nous, par exemple, on a quelque chose de très particulier qu'on aime bien regarder parce que, comme j'ai dit, on s'attelle à ce que la marque soit très conversationnelle. Il y a le taux de réponse ou la durée de prise en charge des messages inbox, par exemple, qu'on a. Ça, c'est des choses qu'on peut ressortir à travers les statistiques des différentes plateformes, Facebook ou LinkedIn et tout. Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on suit parce qu'on est très focus est-ce qu'on arrive à répondre? Après, on a des outils et ça aussi, c'est un point important. Peut-être qu'on n'en a pas suffisamment parlé, mais il faut, quand on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'une banque doit mettre en place pour pouvoir véritablement s'engager, on a parlé de travailler avec des professionnels, mais il faut aussi se doter d'outils qui nous permettent de suivre la réputation
de l'entité. Donc, on a des outils qui permettent aussi de regarder, voilà, si aujourd'hui on a sur le mois eu plus de détracteurs que d'ambassadeurs, ainsi de suite. Donc ça, on a des indicateurs qui sont liés à l'image, à la réputation, et puis on va dire à l'engagement, comme vous avez dit, donc le taux d'engagement, combien il y a de réactions suscitées par nos publications, quelles sont les publications qui ont suscité le plus de réactions ou de partages, ainsi de suite. Donc ça, ce sont, j'ai envie de dire, des indicateurs qu'on suit de façon permanente. Après, il y a des indicateurs qui peuvent être spécifiques à l'action qu'on fait ou à la campagne qu'on lance. On a parlé tout à l'heure, par exemple, comment on appelle ça, d'une campagne de génération de leads, donc pouvoir emmener un sujet qui est censé susciter un intérêt au point où l'internaute, va manifester cet intérêt. Nous, on va capter ses coordonnées et ensuite essayer de le transformer. Donc, dans ce type de campagne, c'est clair que le premier élément qu'on va regarder, c'est la qualité. J'ai failli dire la quantité, mais c'est plutôt la qualité des leads générés en conformité avec les cibles qu'on a visées. Donc, les personnes qu'on va avoir, bon, bien entendu, on va regarder, il y a un volume à atteindre. Donc, on peut se dire, bon, il faut qu'on génère, par exemple, 300 leads par semaine, ainsi de suite. Mais ça ne suffit pas que de s'arrêter sur la quantité, il faut aller chercher la qualité. Et puis, bien entendu, l'autre indicateur qu'on va suivre, c'est la transformation qu'on arrive à faire de ces leads qui sont générés en clients ayant acheté ou bien posé un acte d'achat, ainsi de suite. Donc là, en ce moment-là, ce sont des indicateurs qui sont spécifiques à la campagne. On peut avoir aussi une campagne purement de notoriété qui va donc aller regarder l'exposition ou le nombre de vues qu'on a généré. Donc, voilà un peu. Nous en fait, si vous voulez, encore une fois, il y a pas, je pense, des indicateurs spécifiques à la banque ou au secteur bancaire, mais tout ce que les réseaux sociaux, tout ce que les différentes plateformes peuvent nous envoyer comme données à traiter, voilà, nous, on les utilise et bien entendu, il y a des indicateurs qui sont suivis de façon particulière pour voir comment notre présence évolue en termes de volumétrie, la communauté, le nombre de followers, le taux de réjection ou de désabonnement aussi à la page. En fait, il y a vraiment un florilège d'éléments qu'on suit, mais j'ai envie de dire c'est en fonction des objectifs et de la problématique du moment qu'on va regarder tel ou tel indicateur plus spécifiquement qu'un autre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Lokana. Oui, M. Kalou, oui, ça répond, mais merci. La réponse est pertinente, oui, c'est bien compris. Merci. Merci, beaucoup. Lokana. Merci. Mais dans le même temps, est-ce que c'est possible, si je ne vous prends pas trop de temps, j'avais une seconde question. Allez-y. Mais c'était surtout pour la création de contenu sur les réseaux sociaux concernant les banques. Vous avez abordé ça, hein, soit on fait référence à des agences en externe, ou soit c'est possible d'avoir une équipe en interne. Mais de votre expérience, M. Kalou, dites-moi, est-ce que pour vous, ce serait stratégique de confier la création de contenu ou la gestion des réseaux sociaux d'une banque à une agence externe, donc essayer d'externaliser la création de contenu, ou tout simplement d'avoir une équipe en interne qui maîtrise mieux cette culture, la culture d'entreprise, la culture de l'institution, puisque l'équipe est au quotidien dans l'entreprise, elle pourra au mieux trouver un contenu qui réponde. Parce que l'agence, je suppose qu'une agence, elle a plusieurs projets qu'elle gère, ce n'est pas seulement le projet de la banque. Est-ce que vous pensez qu'une agence en externe est plus efficace pour gérer au mieux la communication que d'avoir une équipe en interne, de recruter des créateurs de contenu, tout et tout? Je le dis parce que moi, j'ai essayé des fois de côtoyer certaines institutions où souvent, quand tu leur présentes ton projet, de pouvoir intégrer la structure et créer du contenu tout en étant dans la structure, beaucoup ont dit, bon, nous, on a pour habitude de sous-traiter avec des agences. Et bon, ça marche. Mais moi, personnellement,
ça c'est mon point de vue, je crois qu'une équipe en interne qui maîtrise mieux cette culture-là peut au mieux présenter les valeurs de l'entreprise. Bon, bref, j'ai été un peu long, mais voilà, c'était ma question. D'accord, d'accord. Alors, on va, c'est avis contre avis, hein. Moi, euh, je pense en vrai qu'une équipe en interne ne sera jamais totalement dimensionnée et qualifiée pour répondre aux besoins de l'entreprise. On est vraiment sur le digital et tout, euh, parce que déjà, je pense que il faut plusieurs profils. Et je ne sais pas ou je ne pense pas qu'aujourd'hui les organisations aient cette capacité-là de dire, bon, allez, on va recruter 2, 3, 4, 5 personnes pour vraiment se concentrer sur notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est ce qui fait que dans la plupart du temps, ça se résume à une ressource qu'on va prendre et à qui on demande de faire tout. Du copywriting, de la création de contenu, du graphisme, de la modération, tout, de l'analyse de statistiques, de tout. Donc, moi, je pense que, comme pour d'autres départements, hein, juridiques, peu importe, oui, il faut en interne des gens qui connaissent le sujet et ça, c'est indéniable. Donc, au sein de la communication, il y a forcément des gens qui ont un profil ou qui s'y connaissent. Ou même, on peut pousser le bouchon, qui savent toucher un peu ou qui savent de quoi on parle. Mais moi, je suis convaincu, et c'est vraiment mon avis que je veux partager, je suis convaincu que l'appui, comme je dis là, d'un cabinet ou d'une structure spécialisée, ça reste l'approche la plus pertinente. Parce qu'en plus, on a l'avantage que eux, ils ont du recul pour pouvoir véritablement être efficaces et pertinents dans leurs propositions. Après, ce sera à nous de mettre l'organisation en place pour ne pas que, enfin, l'organisation et les moyens aussi qui vont avec, pour ne pas que le fait qu'ils soient multi-clients desserve, nous, notre besoin. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que ça se joue, hein, je pense. Sinon, l'accompagnement par une structure externe, autant on a des juristes en interne, mais on a recours à des cabinets d'avocats. Autant on a des spécialistes de conformité en interne, mais on a, voilà, ou même d'audit, on a des cabinets qui viennent nous accompagner. Donc, je pense que c'est un sujet, c'est là qu'on parlait tout à l'heure de moyens humains et structurels. C'est un sujet pour lequel un accompagnement externe est toujours le bienvenue, quitte à ce que voilà, il y ait en interne des personnes qui suivent justement le travail qu'on demandera, le cahier de charge qu'on confiera à cette agence. Voilà. Alors, pour ajouter un peu quelque chose à ce que William a dit, je voudrais aussi, c'est vrai que nous sommes un peu habitués, comme M. Nokana l'a dit, à ces agences-là qui ont beaucoup de clients, qui font beaucoup d'autres choses. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a aussi des structures qui viennent en support, que ce soit auprès des agences ou alors directement auprès de l'annonceur, qui viennent en support dans le cadre justement de la communication, spécialement dans ces secteurs-là. Donc, je me suis présentée un peu au début, je ne sais pas si vous étiez là, et j'expliquais que ma structure, justement, Digimedia Pro, vient en appui aux annonceurs et en support aux agences, justement dans le cadre spécialement de tout ce qui est communication auprès des banques, auprès des assurances et auprès des microfinances. Donc, c'est pour dire que ça existe et que c'est pas forcément qu'on prendra quelqu'un d'interne qui devra se mettre dans le bain pour essayer de comprendre. Pour parler de l'historique, par exemple, me concernant et concernant ma structure, il y a un historique d'une expérience bancaire et d'une expérience dans le domaine des assurances. Ça veut dire que c'est des domaines qui sont connus. Un historique au niveau du commercial, un historique avec une collaboration également avec le département communication. Donc, oui, il y a des personnes qui, aujourd'hui, connaissent l'environnement et sont capables justement de pouvoir communiquer au mieux et d'apporter un appui à ces institutions-là.
Il y avait tout à l'heure Abraham qui levait la main. Je ne sais pas s'il est encore là. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Oui, entend. très bien. D'accord, bonsoir à tous. En tout cas, merci à M. Kalou pour son exposé, pour sa présentation. Je pense que tous les ingrédients y étaient. J'avais levé la main, c'était plus par rapport à la question de l'autre frère. La question précédente sur le fait de est-ce qu'il faut avoir une agence et tout. Est-ce qu'il faut avoir une personne aux ressources en interne et tout. Moi, je pense que c'est à voir aussi. Mais c'est toujours important d'avoir une ressource en interne. Mais c'est également important d'avoir une agence également aussi pour accompagner. C'est comme M. Kam le disait, l'agence a ce recul-là aussi de pouvoir voir peut-être ce que nous on ne voit pas parce qu'on est, je vais dire, on est la tête dans le guidon parce qu'il y a beaucoup de sujets en même temps. Donc l'agence a ce recul-là aussi de pouvoir nous apporter du. Mais l'agence ne doit pas remplacer en fait. Je veux dire, le fait qu'on ait une personne en interne, ça serait quand même suicidaire aussi de dire que on met tout dans la main de l'agence et en fait on ne valide que les calendriers éditoriaux et on laisse en fait l'agence faire ses 4-5 postes par semaine. Parce qu'effectivement l'agence ne pourra pas te faire une vingtaine de postes, une trentaine de postes et pour l'agence en fonction des clients qu'elle a et tout. Elle a une volumétrie en fait des postes en fait qu'elle peut ou qu'elle pourra faire. Donc, c'est important aussi de pouvoir créer du contenu en interne avec, je veux dire, la ressource. Donc, c'est pouvoir dégager du temps pour pouvoir, en fait, produire du contenu. Donc, voilà, donc c'est à juger. Parce que, par exemple, moi qui ai eu l'expérience aussi de travailler dans des environnements, comme des médias et tout, et souvent dans les médias, on a beaucoup de postes, on a beaucoup de sujets. Donc, une agence, je pense qu'une agence doit être à 100% en mesure de couvrir en fait tous ces besoins. Donc c'est important d'avoir une personne interne effectivement qui connaît le sujet, qui maîtrise les différents aspects. Il faut que cette personne aussi ne se dise pas que bon, j'ai une agence, l'agence fera tout. Et moi je ne suis là que pour valider les postes, pour regarder si c'est OK, pour non, il faut vraiment créer du contenu. Parce que dans l'environnement bancaire, par exemple, je crois qu'en Côte d'Ivoire, on a une trentaine de banques. Donc, si tes confrères des banques qui font, par exemple, je prends un exemple, qui font peut-être une dizaine de postes dans la semaine et que toi, tu te contentes, de faire tes 3 postes dans la semaine, déjà en fonction de la position que tu occupes, même sur le marché, tu seras moins visible, tu seras moins impactant. L'idée aussi, c'est pas de faire beaucoup plus de postes, de faire des postes qui soient impactants, c'est aussi du business, parce que dans les sujets, on a parlé de performance et tout. Voilà. Il s'agit de toutes les actions qu'on d'avoir un impact en fait sur le business. Donc, globalement, pour me résumer par exemple, c'est de dire que, comme l'a dit M. Kalou, c'est important d'avoir une agence. On ne peut pas te dire qu'on peut tout faire seul en agence, en entreprise, on ne peut pas tout faire tout seul. Et on a besoin d'une agence qui nous accompagne, des sections qui nous accompagnent. Nous également, on ne peut pas tout laisser dans la main de l'agence. On peut dire que l'agence fera tout. Donc, il faut qu'en plus de ce que l'agence fait déjà, ces 4-5 postes, nous, on soit également en mesure, en fait, de produire également du contenu. Voilà. Donc, peut-être plus pour apporter ce que c'est la donc. Merci Abraham, je suis tout à fait d'accord également. Il est important, malgré tout, lorsqu'on prend une structure externe, on va dire, ou une personne externe, il est important de garder aussi que l'institution garde un certain contrôle. On ne peut pas tout, bien sûr, on ne peut pas tout laisser dans la main de l'autre. Voilà. Merci Patricia qui nous remerciait pour les réponses. Merci également Nokana. Merci Monsieur Abraham. Nous avons compris, merci beaucoup. Nous avons compris que les réseaux sociaux ne remplacent pas les canaux digitaux de la banque. Ne remplacent pas, mais ils peuvent plutôt devenir un espace complémentaire de pédagogie, de dialogue et de confiance, à condition d'être utilisé avec cohérence et stratégie. C'est-à-dire, on ne veut plus aujourd'hui
je vais reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, que les institutions continuent de considérer les réseaux comme risqués, comme fun, comme pas adaptés au business. Les choses ont changé. Aujourd'hui, les réseaux peuvent être d'un grand appui, peuvent apporter cette performance également recherchée par les institutions. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci beaucoup, William. Merci à chacun des participants ici présents. Merci de nous avoir fait honneur. Je vous dis à notre prochain rendez-vous mercredi prochain pour le 3e épisode. Et cette fois, nous aurons en fait une professionnelle des assurances qui va nous entretenir sur un autre sujet. Aujourd'hui, c'était très enrichissant. On a compris dans tous les cas qu'il était important de dépasser certaines idées perçues, certaines idées dites classiques, et de considérer aujourd'hui les réseaux sociaux comme un outil qui peut vraiment être utile, vraiment aider à la performance. William Kalou, merci beaucoup. Merci. Merci à chacun d'entre vous et n'hésitez pas à nous dire un peu sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu à travers une publication. Voilà, où vous allez me taguer Michel Audrey Béala sur LinkedIn, William Kalou également sur LinkedIn. Et comme ça, nous n'hésiterons pas à rebondir dessus, je n'hésiterai pas à republier. Et ça nous fait plaisir dans tous les cas. Je vous souhaite d'être présents, d'être nombreux au prochain épisode mercredi prochain. Bonne soirée à tous et à nous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci.